crise financière. Elle n'est pas d'accord, mais... Tout le monde ne veut pas vous imiter. En moyenne. Voilà, tout le monde ne veut pas. Il y a de la dissidence, mais en moyenne, on prend les grandes masses en Asie, en Amérique latine. Non, moi, je crois... Les gens sont dans un schéma de croissance. Mais encore une fois, pour le meilleur ou pour le pire, je ne mets pas de jugement, d'encouragement positif à cette idée. Vous voulez nous convaincre du contraire, parce qu'Aminata Traoré, il y a quelque chose que... Non, mais qu'on perçoit, c'est qu'on est convaincu que... Vous êtes dans le droit chemin. C'est pas ça. C'est que non. Tout le monde vous envie. Non, mais que même dans des civilisations différentes, mais en gros, aujourd'hui, tout simplement, le projet de l'avenir, les enfants qu'on aura, la maison qu'on voudra bâtir, ce système, il continue de faire rêver, même au fin fond de l'Afrique. Alors c'est intéressant que vous nous disiez, vous vous trompez complètement non, si vous pensez que c'est faux. Complètement. C'est-à-dire, vous avez voulu mondialiser vos valeurs, vos normes dans le sens de vos intérêts. Un marché mondial, c'est-à-dire je dois pouvoir m'imaginer à partir de ma chaumière de Bamako que pour exister, pour être de ce monde global, il me faut mon portable, mon téléviseur, ceci, cela. Et c'est cette envie d'Europe qui fait fonctionner vos économies, qui fait tourner vos économies. C'est donc que l'envie existe. Moi, je me dis qu'on a réformé nos économies et à notre dépens, et tous ceux qui ne se sont pas soumis ou tous ceux qui sont défaillants dans la mise en œuvre des réformes et qui restructurent nos économies dans ce sens-là, subissent des sanctions. Les conditionnalisés existent, c'est vous libéralisez, vous privatisez, c'est à prendre ou à laisser. Il y a une coalition de nations riches et industrialisées qui s'entendent comme un seul homme. C'est pour cela que nous nous élevons contre le G8 et pour cela que nous remettons en question le bien fondé de ce G20. Parce que nous sommes dans la pensée unique. Est-ce qu'à vos yeux, le G20, c'est quand même mieux que le G8 ? Mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en élargissant, c'est la même chose. C'est une coalition de nations riches. Et dans la logique d'un monde unipolaire, et on entre où on est dehors, et ceux qui sont dehors, on se barricade. De toutes les manières, les barbares demeurent dehors. Je suis désolée, les choses se posent dans ces termes-là. Quand je considère la question grave de la gestion des flux migratoires, pourquoi les gens partent? Ils n'ont pas envie de partir. Ils voudraient pouvoir vivre dignement chez eux. Mais est-ce qu'on leur en donne la latitude? Quand on pille les matières premières, est-ce qu'on va parler de la moralisation de ces relations Nord-Sud? Qui va moraliser le comportement des multinationales dans les pays du Sud? Et ce sont ces questions. Moralisation pour moralisation. Moi, je voudrais qu'on se pose la question de savoir et qui d'autre s'enrichit conformément à la logique du profit et de l'accumulation sans limite. Est-ce que la taxe Tobin, ça vous semble une bonne idée ? Bien sûr, moi je pense que nos amis altermondialistes d'attaque demandent cela depuis le début du mouvement social. Bon, je crois qu'on a regardé tout cela de haut, mais aujourd'hui c'est bon d'entendre que Gordon Brown et d'autres commencent à y penser. Alors ce soir justement, il se trouve que le Premier ministre britannique a considéré que la création d'une taxe mondiale destinée à réduire les comportements à risque des banques valait le coup d'être examinée. Il nous dit ça quelques jours du sommet du G20. Alors vous qui connaissez ça de l'intérieur, est-ce que ça veut dire que c'est déjà fait? La taxe Tobin est une chose extraordinairement complexe parce qu'elle n'aurait de sens que si elle est totalement planétaire, il y aura toujours des fuites dans le système. C'est toute la difficulté du moment. Il faut mettre en place un gouvernement. Vous nous rappelez mondial. le principe de la taxe Tobin en 3 mots? C'est une taxe sur les transactions financières de toute nature et c'est très compliqué à imaginer quelle nature de transaction et quel montant de la taxe. Non, ce qui est en train de se jouer aujourd'hui par rapport à ce G20, c'est fondamentalement, quand on prend un peu de distance par rapport à l'événement, le grand déclin de l'Occident. L'Occident qui va du Japon à l'Europe en passant par les États-Unis. Ce grand déclin que depuis si longtemps, depuis 20 ou 30 ans, nous réussissons à retarder par des progrès techniques, en pillant les ressources des pays du Sud et en attirant l'épargne des pays du Sud. Puis à un certain moment, comme ça s'est passé avec les Pays-Bas, avec l'Italie, avec l'Espagne, avec la Grande-Bretagne, cet épuisement finit par être définitif. Et donc, bien qu'on a essayé de tenir en s'endettant, en prenant l'argent un peu tout, ce déclin commence. Et d'autres puissances surgissent. Et on est dans cette bascule. Est-ce que l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis, puisque ça a été G20 à Washington, G20 à Londres, Londres c'est les États-Unis, G20 à Pittsburgh, c'est vraiment une tentative américaine de maintenir leur pouvoir en attirant toutes les ressources des autres. Nous sommes des satellites d'un système dont les États-Unis cherchent à maintenir la réalité de leur pouvoir. Satellites qui en profitent de notre façon, et notre système financier participe de cette attraction des richesses des autres. Si nous réussissons, on tiendra encore quelques 20 ans. Si nous réussissons vraiment, on retrouvera une vitalité interne, de la technologie, de la démographie, de l'épargne intérieure.
Ce qui est très difficile à imaginer aux États-Unis. Si on ne réussit pas... Avec les pays du Sud? Alors, si on ne réussit pas, ce qui est en train de se passer, c'est les pays du Sud, qui sont encore une fois extraordinairement différents, sont en train de prendre le relais, comme les États-Unis ont pris le relais de la Grande-Bretagne, comme la Grande-Bretagne a pris le relais des Pays-Bas. Ils sont en train, mais aujourd'hui, ils sont trop faibles, comme l'a dit très, très justement M. Cohen tout à l'heure. La Chine n'a pas la taille pour être le successeur des États-Unis, c'est trop petit, trop faible, c'est trop lent. Donc, on va être dans une période extrêmement dangereuse où le lion blessé est en train de disparaître, mais il n'y a pas de nouveau chef de meute qui apparaît. Et là, c'est le désordre complet dans lequel les risques deviennent tout à fait considérables. Est-ce qu'on va faire un constat à Pittsburgh évaluant la portée et la durée de la crise? Moi, je ne vous demande même plus maintenant si on repart comme avant. On comprend bien qu'il y a des... Pour le chômage et pour l'industrie, si vous avez baissé dans l'industrie de moins 40%, moins 40%, et si vous montez ensuite de même plus 40%... On en est à moins 40 ? Dans certains secteurs industriels, vous étiez à moins 80, moins 90. J'étais au Japon la semaine dernière, la machine-outil a fait moins 80%. Et puis elle est remontée de plus 80%. Mais si vous remontez de plus 80% par rapport à moins 80 ça veut dire que vous êtes à 20. Si vous prenez 80%, vous allez dire 80% de 20, vous êtes à 36, donc vous restez à moins 64%. Donc en réalité, même si on remonte très vite, on reste très très bas. Les chiffres donnent l'idée qu'avant de retrouver dans le secteur industriel le niveau d'avant la crise, il faut compter 2015-2016 au mieux. Donc on est très très loin d'être, encore une fois, à supposer qu'un deuxième effondrement boursier qui est tout à fait possible, non souhaité de ma part et non souhaitable, n'ait pas lieu. Donc la chute est encore là pour longtemps et elle va mettre du temps avant de se réinstaller dans un régime sain durable.